le monde n'a pas cédé en un instant. Il a plié, ses fissures fines se fendant comme des toiles d'araignée bien avant que quiconque n'entende le craquement. Le 25 janvier, Donald Trump a repris le bureau ovale en promettant « l'Amérique d'abord, la paix par la force ». Rares étaient ceux qui imaginaient que la paix s'achèterait avec la patrie d'autrui. En quelques mois, il a négocié un accord avec le Kremlin, cédant à la Russie l'Ukraine, meurtrie par la guerre, en échange de vagues assurances de stabilité et de concessions commerciales. À l'été de la même année, les armes le long du Dniepr se sont tues à un silence pourtant lourd de phrases inachevées. 3 ans plus tard, l'inachevé devint inévitable. Après avoir absorbé les usines et les champs de céréales de l'Ukraine, la Russie se tourna vers l'ouest. Ses colonnes blindées traversèrent la Pologne et l'Allemagne avec une précision effrayante, propulsées par les leçons tirées des campagnes précédentes et par la complaisance des gouvernements qui avaient sabré les budgets de la défense. Les capitales européennes plaidèrent pour une intervention américaine décisive. Washington, à la place, publia des déclarations et des sanctions. En seulement 3 mois, les chartes et 90 grondaient sous le treillis métallique de la tour Eiffel, leurs équipages drapant des drapeaux tricolores sur des blindages réactifs soudés, comme si la ville était un trophée plutôt qu'un cœur vivant. 2 ans après la chute de Paris, alors à l'été 1930, les défenseurs londoniens en haillons ont été évacués par la Tamise en flammes. L'Union Jack a été abaissée sous un ciel noir de plomb, tandis que la rhétorique nucléaire ricochait sur les fils d'actualité. Les satellites Tesla, autrefois réputés pour leur capacité à fournir Internet aux populations défavorisées, ont commencé à diffuser des images de lignes ferroviaires fortifiées serpentant vers l'Atlantique. Elon Musk a publié un message énigmatique, « Civilisation égale logiciel fragile », avant de disparaître de la circulation. Tous les Américains n'avaient pas fui le continent lorsque le front s'est effondré. Touristes, entrepreneurs, étudiants, ingénieurs embauchés par la division hydrogène bavaroise de BMW, des milliers de personnes se sont réveillées un matin au son des haut-parleurs russes annonçant les statuts d'occupation. Les expatriés étaient considérés comme des « combattants étrangers potentiels », parqués dans des complexes d'internement reconvertis dans des aéroports régionaux et des plateformes logistiques. L'un de ces camps s'étendait sur les pistes fissurées de l'ancien aéroport d'Orly, au sud de Paris. Des barbelés traçaient le périmètre comme des piquets sur une fleur venimeuse. Des tours de garde perçaient la bruine, leurs projecteurs perçant l'obscurité chaque nuit comme s'ils interrogeaient l'air. À l'intérieur de l'entrepôt 12 de l'infirmerie par définition, le hangar de quarantaine en pratique Jessica Wade se déplaçait parmi des lits de camp munis d'une lampe à pétrole cabossée. Âgée de 32 ans, élevée en Floride, elle était infirmière en traumatologie et avait prolongé ses vacances à Paris lorsque les vols transatlantiques étaient devenus imprévisibles. Elle nettoyait désormais les brûlures infligées par les matraques électriques, murmurait des mots de courage et déchirait des bandes de lin de son seul uniforme de rechange pour improviser des bandages. De l'autre côté du complexe de la caserne G, Brian O'Connor appuyait sa paume contre le mur de béton froid, mesurant le frémissement des moteurs diesel au-delà de la clôture. Il avait l'allure d'un homme bâti en corde et résolument déterminé, épaules carrées, cheveux noirs coupés courts, une cicatrice allant de l'oreille à la mâchoire, gagnée à Fallujah des années auparavant. Après avoir quitté les Rangers de l'armée, il pensait en avoir fini avec la guerre. Le destin, cependant, a un faible pour l'ironie. Il s'était envolé pour Munich pour une conférence de conseil en sécurité organisée par BMW lorsque l'invasion a coupé le continent en deux. Le commandant du camp, le colonel Vitaly Semyonov, dirigeait Orly avec la cruauté d'un bureaucrate, les papiers pour les passages à tabac, les formulaires de réquisition pour les flagellations publiques, tout était consigné dans des colonnes cyrilliques impeccables qui sentaient l'encre à l'alcool. Les prisonniers étaient affectés à des patchs de couleur, bleu pour les civils, vert pour le personnel médical, rouge pour les militaires. Brian portait du rouge. Il apprit rapidement à garder une posture neutre, le regard baissé, les muscles contractés mais invisibles. Le 10e soir de sa captivité, alors que la foudre éclairait le lointain Sacré-Cœur, il aperçut Jessica quittant l'infirmerie avec une sacoche d'antibiotiques volée. Leurs regards se croisèrent, bleu hélas contre noisette et obstiné. Un déclic se fit entendre, la reconnaissance non pas d'une amitié passée, mais d'un projet commun à venir. Ils se retrouvèrent devant le bloc sanitaire, leurs voix étouffées sous le crépitement de la pluie. Le souffle de Jessica se crispa dans le froid. « Je peux soigner les blessures, dit-elle, mais je ne peux pas empêcher la prochaine série d'interrogatoires. » Brian observa la rotation des gardes, les intervalles entre les projecteurs, les angles morts créés par un fuselage de Boeing rouillé, stocké pour les pièces détachées. « Des camps comme celui-ci sont conçus pour étouffer l'initiative, murmura-t-il, alors l'initiative devient notre arme. » Au cours des semaines suivantes,
ils assemblèrent les fragments d'un plan à la manière d'un joaillier sertisseur, précis, réfléchi, chaque élément étant essentiel à l'ensemble. Un vieux professeur de linguistique cartographia le programme des patrouilles sur des bouts de carton. Un adolescent, qui avait un jour piraté le pilote automatique open source de Tesla, reprogramma une radio de contrebande en mode transmission par rafale. Un pompier français en disgrâce dissimula des coupe-boulons dans des parpaings creux près du portail de maintenance. Et Brian, dont le patch rouge le signalait comme personne à haut risque, leur enseigna des exercices de silence, des signaux manuels, l'art de se mouvoir comme des ombres tissées entre elles. Semyonov sentit des remous. À l'aube, il fit traverser la caserne G avec une escouade, forçant les prisonniers à s'agenouiller pendant qu'un interprète récitait des extraits des derniers décrets de sécurité de Moscou. Toute tentative d'évasion, prévint-il, serait punie par des représailles collectives. Le canon d'un fusil frôla le crâne de Brian. Jessica, qui observait depuis la porte de l'infirmerie, sentit une froide clarté s'installer en elle, il devait agir au plus vite, sinon la peur se murait en obéissance. Cette nuit-là, les haut-parleurs du camp diffusaient des ballades patriotiques célébrant la victoire sur l'Europe décadente. Brian utilisait ce refrain discordant pour masquer le cliquetis des grilles de ventilation. La pluie martelait les toits en tôle, le tonnerre grondait sur les pistes abandonnées où les silhouettes fantomatiques des Boeing cargo cloués au sol se profilaient telles des léviathans éteints. Jessica distribuait des ampoules de morphine aux prisonniers trop malades pour fuir, leur murmurant la promesse que la résistance reviendrait les chercher. Chaque ampoule portait une plume dessinée au crayon ou le symbole qu'ils avaient choisi, fragile mais capable de voler. À 0h03, les projecteurs de la porte de maintenance clignotaient comme des paupières lourdes de sommeil. Un garde écrasa sa cigarette, tendit la main vers le disjoncteur et ne vit pas la botte qui lui avait écrasé le larynx. Brian traîna le corps inerte dans l'ombre tandis que le pirate radio déclenchait un signal d'alerte sur une fréquence dont Brian jurait qu'elle atteindrait un relais ami en Espagne neutre. Au-delà du fil, la ville était meurtrie et silencieuse, son horizon marqué par les bannières d'occupation et les tours éventrées. 29 prisonniers se faufilèrent par la brèche. L'un boitait sur un tibia fracturé, maintenu par des manches à balai fendues, un autre portait un étui à violon chargé non pas de cordes, mais de carnets cryptés détaillant les données du courant jet et des informations autrefois exploitées par la constellation de Musk pour les modèles climatiques, aujourd'hui convoitées par toute faction planifiant des itinéraires transatlantiques de drones. Alors qu'ils traversaient la voie de circulation encombrée d'herbe, les phares s'allumèrent, un véhicule blindé de transport de troupes patrouillait le périmètre plus tôt que prévu. Des ordres hurlaient en russe. Des balles claquaient contre l'épave du fuselage. Brian pivota sur lui-même et projeta Jessica sur le tarmac d'un coup d'épaule. « Allez » rugit-il, la voix déchiquetée sous la pluie. Les prisonniers se dispersèrent vers la lisière des arbres, au loin, bordant le faubourg de Rungis. L'adolescent à la radio reçut une balle à l'épaule et trébucha, Jessica le redressa, une seringue de morphine entre les dents, les doigts humides de pluie et de sang. Brian tira avec un Makarov confisqué jusqu'à ce que la culasse se bloque, puis utilisa le pistolet vide comme arme à chargement par le poing, brisant la visière d'un policier. Les projecteurs convergeaient, des cônes austères découpant l'obscurité. Les moteurs diesel vrombissaient. À travers le chaos, Jessica aperçut une Tesla Model Y que les occupants avaient reconverti des véhicules civils, effaçant les logos mais conservant la silhouette élancée reconnaissable entre toutes dérapées sur la piste vers eux. En un clin d'œil, elle comprit, le pilote automatique fonctionnait toujours, son propriétaire était parti depuis longtemps, ses capteurs étaient toujours aussi précis. Sans hésiter, elle sprinta, ouvrit brusquement la portière du conducteur et extirpa le conscrit médusé de son siège. Brian sauta côté passager. L'habitacle brillait de la charge résiduelle de la batterie, l'écran tactile affichait des messages d'erreur en russe. Les doigts de Jessica dansaient des années de simulation d'urgence sur les autoroutes de Floride portaient leurs fruits et la Tesla s'élança en avant, ses pneus crachant comme des aquaplanes. Derrière eux, la sirène du camp hurlait, un animal de métal hurlant à la blessure qu'ils avaient crevée dans sa chair. Ils franchirent une barrière grillagée, une pluie d'étincelles jaillissant tandis que leurs dents d'acier raclaient les ailes composites. Devant eux, l'autoroute A6 s'ouvrait des en ouest telle une veine à travers la France occupée. La batterie du modèle Y était à 19%, la distance jusqu'au massif central boisé, où se cachaient, selon les rumeurs, des cellules partisanes, dépassait les 300 km. Pourtant, à cet instant, le cockpit empestant l'ozone et la peur, Brian et Jessica ressentirent une sensation plus intense que la terreur ou une sensation que leur ravisseur ne pouvait ni cataloguer ni étouffer. C'était le goût du début.
la suspension cabossée de la Tesla gémissait tandis que Jessica se faufilait avec le modèle Y dans le dédale de camionnettes abandonnées devant Rungis. L'adolescent assis à l'arrière Miguel Alvarez, le regard vitreux sous l'effet de la morphine mais l'esprit encore bourdonnant de codes marmonnait des fragments binaires, les réécrivant en paquets compressés qui pourraient bien atteindre l'Espagne. Brian, assis au volant, scrutait les rétroviseurs à la recherche de la faible lueur des phares qui le poursuivaient. « Ils déploieront d'abord des drones, dit-il à voix basse. Il nous faut une couverture suffisamment dense pour briser le verrouillage thermique. » Jessica a orienté le volant vers le sud, sur la D941, où les peupliers surplombaient l'asphalte telle une cathédrale voûtée. La pluie s'est calmée, laissant des rubans glissants reflétant la charge de la batterie de la Tesla au 18, 17, 16%. Dans la boîte à gants, elle a trouvé un adaptateur de remplissage d'hydrogène BMW, élément d'un système d'interopérabilité européen dont personne n'aurait imaginé l'importance en temps de guerre. Brian l'a examiné, puis a consulté la carte de navigation. Il y a un dépôt régional d'hydrogène BMW à 30 km d'Étampes. Si les chars ont survécu au bombardement, on a une chance. Ils croisèrent des Peugeot calcinés, l'intérieur saccagé par les charognards, et des panneaux publicitaires au bord des routes dont le vernis éclatant avait été effacé par des affiches de propagande appelant les citoyens français à coopérer pour la stabilité. Jessica ressentit chaque message comme une gifle. Ses jointures blanchirent. Lorsque Miguel gémit, elle tendit la main sans regarder, lui serrant le poignet en une promesse silencieuse. La clôture du dépôt tenait toujours, mais la guérite n'était plus qu'une carcasse noircie. Brian sauta, cutter à la main, brisant les maillons tandis que Jessica laissait tourner la Tesla au ralenti derrière une pile de conteneurs. Dans la cour, des pompes à hydrogène étaient sous un auvent métallique tordu, mais les sphères de stockage principales brillaient intactes. Jessica glissa l'adaptateur de remplissage dans le réceptacle, un geste si banal avant l'invasion qu'il semblait obscène maintenant, et regarda les manomètres grimper. Des LED bleus vifs s'allumèrent, murmurant l'existence d'un monde où la technologie avait autrefois promis le salut par l'innovation. Ils avaient à peine terminé qu'un drone de reconnaissance russe bourdonna au-dessus de leur tête, ses ailes grinçantes. Brian tira Jessica derrière la sphère de stockage, les faibles bips de la Tesla résonnèrent comme des coups de feu dans la cour déserte. Un cône de projecteur frôla le dépôt. Le pouls de Jessica lui frappa la gorge. Le drone s'inclina, les capteurs thermiques balayant le terrain. Miguel, toujours dans la voiture, ouvrit le haillon et lança une fusée éclairante vers le ciel. Elle explosa derrière le toit d'un entrepôt, dégageant une chaleur plus intense que 3 corps humains. Le drone pivota vers le leur et disparut vers l'est. Brian expira. Ce gamin vient de nous faire gagner 15 minutes. Ils roulèrent à nouveau vers le sud, le moteur à hydrogène ronronnant presque silencieusement. Jessica jeta un coup d'œil à Miguel, son bandage suintait, la compresse était sombre. Elle s'inquiétait de la septicémie, de la diminution des antibiotiques, de la façon dont on pouvait remonter le moral plus vite que l'on régénérait les globules blancs. Pourtant, Miguel esquissa un sourire. « J'ai toujours rêvé de pirater depuis une voiture en marche, dit-il. » Ils abandonnèrent la Tesla près de la forêt de Fontainebleau, essuyant les traces de pas et traînant des branches épineuses sur les traces de pneus. Sous la canopée, d'anciens sentiers de chasse s'étendaient parmi des rochers couverts de mousse. La rumeur disait que les vestiges du maquis s'étaient retirés ici après la chute de Paris. La forêt sentait désormais le pin humide et l'espoir latent. Un signal lumineux clignotait entre les troncs aux 3 pulsations rapides, 2 lentes. Brian répondit avec le code que le professeur de linguistique leur avait gravé. Quelques secondes plus tard, une femme élancée en treillis tacheté surgit de l'ombre, fusil femme à pointer. Son accent était lyonnais, elle s'appelait le lieutenant Amélie Girard, ancienne membre du 13e régiment de parachutistes, aujourd'hui chef de ce que les habitants appelaient les fantômes de Fontainebleau. Elle examina leurs taches rouges et bleues, puis leurs yeux. « Américain, dit-elle d'une voix rauque de fatigue et de détermination, vous avez semé le trouble, n'est-ce pas ? Les ennuis sont déjà là, répondit Brian. Nous avons apporté de l'hydrogène et un relais crypté. Elle les conduisit à une carrière de calcaire faisant office de camp. Une toile drapait les parois de la fosse, étouffant les radars des drones. En dessous, des ingénieurs cannibalisaient des piles à hydrogène BMW pour en faire des générateurs silencieux, un physicien allemand calibrait un canon électrique de fortune alimenté par des supercondensateurs superposés. Un scribe polonais transcrivait des ordres russes interceptés sur des tablettes Tesla récupérées. Dans ce labyrinthe d'intentions, Jessica sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, une résolution mêlée de chagrin.
Amélie expliqua que des convois de fret transportaient des munitions via Orléans vers la vallée de la Seine, à destination de nouveaux emplacements de missiles côtiers. Si les fantômes parvenaient à faire dérailler ne serait-ce qu'un seul train blindé, les cellules de résistance de la Bretagne à la Bourgogne se multiplieraient. Il nous faut des charges de démolition et des yeux dans le ciel, dit-elle. Vous avez parlé d'un relais? Miguel, la fièvre montant, s'appuya sur une caisse de munitions. Je peux me connecter aux liaisons descendantes de Starshield. Musk s'est vanté un jour que le maillage pouvait gérer 100 millions de signaux simultanés. Testons cette vanité. Il se laissa aller à coder, ses doigts sautant sur la vitre tactile fissurée. Les jours passaient, mesurés en pics d'adrénaline plutôt qu'en aurore. Brian et Amélie menaient des patrouilles de reconnaissance, cartographiant les supports des viaducs. Jessica transportait des poches de plasma vers une infirmerie de fortune, enseignant le triage au combat à un vétérinaire roumain. La nuit, ils se blottissaient sous des bâches rapiécées tandis que les drones bourdonnaient au-dessus de leurs têtes comme des frelons de fer. Les nouvelles filtraient par des murmures cryptés, l'administration de Donald Trump a émis de nouvelles condamnations, mais pas de troupes, les débats de l'ONU ont été gelés par des vétos, les marchés boursiers de Shanghai se sont effondrés après la fermeture des usines BMW en Allemagne du Sud. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Musk s'était réfugié sur une plateforme flottante dans l'Atlantique, expérimentant des réacteurs au thorium d'eau salée qui, selon lui, pourraient alimenter un réseau électrique post-apocalyptique. La 11e nuit, Brian montait la garde près du bord de la carrière, le fusil sur les genoux. Jessica grimpa à l'échelle et lui offrit du café instantané infusé dans une boîte de MR cabossée. Une lueur de feu d'huile cernait l'horizon lointain. « C'est le Havre », murmura Brian. Il débarque une autre division blindée. On paralyse cette ligne ferroviaire, on gagne du temps pour chaque ville à l'ouest de la Loire, répondit Jessica. Sa voix se brisa. Brian fit semblant de ne rien remarquer. Au lieu de cela, il dit, quand tout cela sera terminé ou si cela prend fin, quelle sera la suite pour toi? Elle réfléchit. Je rêvais de construire une clinique mobile de traumatologie. Après ce que j'ai vu, j'en construirai 10. Il sourit, une expression presque étrangère à son visage. Tu auras besoin de sécurité. Les Rangers font de bons gardes du corps pour les ambulanciers. La foudre sillonna le ciel. Ils tressaillirent tous deux, les nerfs à vif. Ce n'était que la météo, mais tout le monde craignait que la foudre du jour ne soit nucléaire. L'opération Pont de nuit débuta sous une lune couverte de nuages. Grâce à des générateurs BMW silencieux, des techniciens alimentèrent un essaim de drones recouverts de graphène. Miguel contourna à distance les protocoles d'identification de Starshield, masquant chaque drone comme un trafic de maintenance légitime. Ils se dirigèrent vers le viaduc à la sortie d'Artenay, transportant du napalm en bouteille de soda. Pendant ce temps, l'équipe au sol de Brian rampait le long du ballast, déposant des charges creuses sur des supports. Jessica les accompagnait, trousse de secours attachée, le pouls battant. Chaque pas sur le gravier résonnait comme une trahison. Le train tonna plus tôt que prévu, les occupants avaient accéléré la logistique. Des locomotives peintes avec l'aigle à 2 têtes russes transportaient des wagons plats chargés de tourelles T-90M et de missiles Iskander. Brian appuya sur le détonateur. Rien. Circuit humide par la pluie. Les projecteurs russes s'allumèrent. Des cris. Des coups de feu. L'embuscade vacillait. Jessica rampa jusqu'au fil défectueux en claquant des dents. Elle arracha ses plaques d'identité, déchira la chaîne, tordit des brins de cuivre contre de l'acier, comblant la rupture. Brian la couvrit, les balles claquant au-dessus de sa tête. Elle bloqua la connexion. La nuit s'ouvrit. Des charges ondulaient le long du viaduc, le béton se transformant en points orange. Des sections de rails se pliaient comme de la tôle. La locomotive se dégagea de la voie et s'enfonça dans le talus, crachant une vapeur bouillante. Au-dessus, les drones camouflés de Miguel dispersèrent leur napalm, transformant les chariots de munitions dispersés en citrouilles d'acier en fusion. Le tonnerre gronda à travers les champs tandis que des explosions secondaires s'enchaînaient le long de la ligne. L'équipe de Brian se replia dans les fossés tandis que l'infanterie russe s'échappait des chars en flammes. Jessica traîna un sapeur français blessé jusqu'à ce que Brian le soulève sur ses épaules. Derrière eux, le viaduc s'affaissa, tel un géant mortellement blessé. La plaine de la Loire résonna d'un chaos qui allait se propager au réseau d'occupation à l'aube. Ils atteignirent un lieu de rendez-vous sur juste avant le lever du soleil. Amélie fit irruption, le visage maculé de crasse mais les yeux incandescents.
Les interceptions le confirment, le corridor de la Seine est paralysé. Il leur faudra des semaines pour le rediriger. Les cellules de Bretagne sont déjà en mouvement. Elle serra la main de Jessica, puis celle de Brian. Ce soir, nous avons prouvé que Paris n'est pas mort pour rien. Miguel s'affala contre un poteau, fébrile mais triomphant. Starshield a enregistré l'explosion comme un événement sismique anormal. Tout est catalogué. Le monde le saura. Jessica déballa des bandages propres, le souffle court. Pourtant, sous l'épuisement se cachait une braise de détermination féroce. Ils ne s'étaient pas simplement échappés, ils étaient devenus le détonateur de la poudrière enfouie de l'Europe. Elle jeta un coup d'œil à Brian. Sa silhouette se découpant dans un éclat de soleil levant, il ressemblait moins à un fugitif qu'au point d'appui d'une tempête naissante. Quelque part de l'autre côté de la Manche, les émetteurs du métro londonien crépitaient, retransmettant les images du convoi déraillé. La foule, qui regardait sur des écrans secrets, ressentait, peut-être pour la première fois depuis des années, le frémissement du possible. À Washington, des conseillers exhortaient le président Trump à réagir, des analystes, sur des podcasts interdits, invoquaient le fantôme de Churchill, les marchés boursiers new-yorkais vacillaient tandis que les investisseurs calculaient le prix d'une liberté retardée. Dans une carrière de calcaire au sud de Paris, Brian et Jessica se préparent à la prochaine frappe, un pas de plus vers la transformation d'une défiance dispersée en un soulèvement continental. La frontière entre fugitifs et combattants de la liberté s'est estompée dès l'instant où le viaduc s'est effondré dans la Loire. Dans l'aube cendrée qui a suivi, Brian O'Connor a senti le goût de l'huile de ricin sur sa langue et a compris que c'était le goût de l'engagement, il n'y aurait pas de retour en arrière, pas de marchandage pour l'amnistie, pas de marchandage du tout. Leur sabotage avait brisé l'aura d'inéluctabilité des occupants, de cette fracture, les rumeurs ont commencé à jaillir comme la lumière à travers un toit brisé. En moins de 48 heures, tous les réseaux de résistance d'Europe occidentale savaient qu'Orléans avait brûlé. De vieux codes du maquis où le coq chantera au crépuscule, le pont est de glace crépitait sur les relais Tesla clandestins encore en orbite au-dessus de nos têtes. Les chefs de cellules comparèrent leurs notes, testèrent des canaux cryptés et, pour la première fois, harmonisèrent leurs horloges. Un plan se forma, moins un plan unique qu'un système nerveux soudé par l'adrénaline et la colère. La carrière près de Fontainebleau devint une véritable ruche. Les piles à hydrogène de BMW ronronnaient en son cœur, alimentant des tours, des répéteurs radio et même une imprimante 3D dénichée dans un studio de design dévasté de Stuttgart. Chaque matin, lorsque Jessica Wade entrait à l'infirmerie, elle sentait l'odeur des polymères chauds mêlés à l'iode, une odeur à la fois apocalyptique et étrangement optimiste. Ses patients débordaient, des démolisseurs belges brûlés par leurs propres termites, des cyclistes néerlandais abattus alors qu'ils transportaient des micro-drones dans des guidons creux, un romancier marocain qui avait transformé son don pour le dialogue en instrument de propagande de la révolte, écrivant des émissions pirates qui raillaient l'occupation avec un humour féroce. À l'extérieur, le lieutenant Amélie Girard formait des volontaires aux tactiques d'embuscade nocturne. Brian dirigeait ces séances, transformant le courage brut en gestes coordonnés. Il les répartissait en équipes de 5 personnes, chacune pratiquant le tir croisé, le maniement des fusils, la trousse médicale, les charges de sapeurs et le guidage par drone. La flexibilité est notre armure, leur disait-il. Nous ne pourrons jamais égaler la masse des occupants, mais nous pouvons devancer leur boucle décisionnelle. Miguel Alvarez, l'épaule toujours suturée, la fièvre à son comble, était blotti dans un abri jonché de tablettes Starshield, des lignes de code clignotant devant ses pupilles comme des éruptions géothermiques. Il construisait un maillage, une superposition furtive superposée à la constellation de Musk, masquant le trafic rebelle en signaux d'alarme inactifs. L'astuce, expliqua-t-il à Jessica par une nuit blanche, consistait à imiter la télémétrie exacte utilisée par les Tesla Roadster pour les diagnostics en direct. Personne n'a pris la peine de supprimer la poignée de main héritée, sourit-il, un café tremblant à la main. Il s'avère que l'avenir de la liberté européenne repose sur une voiture de sport qui n'a pas été fabriquée depuis 10 ans. De l'autre côté de l'Atlantique, le silence de Washington a viré au scandale. Des notes de service divulguées suggéraient que le cercle intime du président Trump débattait d'un bail foncier limité à la Russie en échange d'un corridor commercial arctique. Les animateurs de télévision s'extasiaient, les audiences du Sénat se profilaient, pourtant, aucun porte-avions ne filait vers l'Est. Dans les bunkers radio catacombés de Londres, les réfugiés se demandaient ce que l'Amérique voulait vraiment dire lorsqu'elle promettait la liberté. La réponse est venue non pas des tribunes officielles, mais d'une vidéo, granuleuse, filmée par un drone Tesla capturé,
Elle montrait le train d'Orléans s'embrasant en nappe de feu tandis qu'une banderole en lambeaux se déployait dans la fumée, les plumes peuvent couper la pierre. Les occupants répondirent par la doctrine. Le colonel Vitali Semyonov, dont l'orgueil meurtri nourrissait la cruauté, ordonna Opération Faux, un massacre à l'échelle du continent des insurgés présumés. Des colonnes de raids s'avancèrent vers les villages au sud de Paris, extirpant les civils des caves, organisant des exécutions au carrefour pour les diffuser sur les réseaux d'État. Chaque atrocité alimentait la rage qu'elle espérait apaiser. Jessica soignait une grand-mère dont les mains avaient été brisées pour avoir nourri des fugitifs, la vieille femme murmura « Mes os guériront plus fort. » Tu vois, et lança un tremblement de défi. Brian convoqua un conseil sous les bâches de la carrière, Amélie, Miguel, un ingénieur ferroviaire tchèque nommé Lanka, et le père Stéphane, un jésuite qui faisait passer des renseignements sous des hosties eucharistiques. Leur objectif, couper la faux avant qu'elle ne fasse trop de victimes. Les renseignements montrèrent qu'un poste de commandement avancé à Chartres dirigeait les raids, ses communications étant protégées par des brouilleurs mobiles montés sur des bus blindés. Détruisez le nœud, et le rasoir s'arrêterait. Ils avaient choisi une nuit où la nouvelle lune ne laissait aucune lumière. L'équipe de Lanka avait détourné une grue de chantier à Orléans, soudant un faux panneau de barrage routier indiquant des détours par une vallée étroite. Amélie s'était infiltrée à Chartres en se faisant passer pour une employée de blanchisserie, marquant les véhicules ciblés avec de la peinture UV visible uniquement à travers un filtre optique Tesla piraté. Miguel avait chronométré les rafales de Starshield pour aveugler les satellites russes pendant des fenêtres de 7 minutes. Et Jessica, jamais à l'aise avec le titre des agents, avait placé de la gaz traumatique à côté d'injecteurs de morphine sous-cutanée, se disant qu'on ne pouvait pas réparer le monde sans être prêt à saigner à côté. La force d'intervention avança à bord de 3 SUV BMW 9 volets, leur moteur à hydrogène vrombissant comme un vent lointain. Au goulet d'étranglement de la vallée, Lanka déclencha des éboulements artificiels, forçant le convoi de bus blindés à ramper sous les falaises. L'escouade de Brian tira des fléchettes intelligentes, imprimées des heures plus tôt, chaque obus brisant un actionneur de roue ou bloquant les cerveaux de la tourelle. Lorsque les tirs de riposte éclatèrent, ils ricochèrent sur la pierre, les rebelles modifièrent leurs angles, ne restant jamais assez longtemps au même endroit pour que l'ennemi puisse s'y étendre. Jessica sprinta à travers les nuages de poussière vers le bus de tête. À l'intérieur, les brouilleurs vrombissaient et les officiers radio hurlaient les coordonnées. Elle lança une grenade thermobarique par la trappe, se jeta à plat ventre et sentit la pression lui percer les poumons. Lorsqu'elle se releva, le bus n'était plus qu'un amas de circuits électriques embrasés. Elle entendit le cri de Brian, ligne nord. Et pivota juste au moment où un exotrooper russe surgissait de la fumée. Le cadre motorisé du soldat siffla des systèmes hydrauliques, son gantelet fracassa l'avant-bras de Jessica, fracturant le radius. Une douleur fulgurante lui explosa derrière les yeux. Elle se baissa sous le second coup et enfonça un injecteur de morphine dans la clavicule de l'exocombinaison. Les produits chimiques n'étaient pas conçus pour le métal, mais la seringue en polymère accrocha un conduit, un arc électrique se produisit, la combinaison tressauta et le géant s'écroula comme un bronze mythique. Brian saisit son bras valide et la hissa derrière un camion. « C'est fini », évalua-t-il dans un souffle. « A-t-elle plus tard ? Bougez maintenant. » Ils se précipitèrent pour terminer la démolition, plaçant des CE6 contre des pylônes de brouillage. Lorsque les charges s'allumèrent, la vallée s'illumina comme si l'aube avait été forgée à partir d'antimatière. Au-dessus, le capteur de Starshield enregistra l'éruption, la cryptant dans ce que Miguel appelait la « poignée de main du roadster ». À l'autre bout du monde, les hashtags fleurissaient, #FighterStorm, #ChartreBurns, #TakeBackEurope. Mais la victoire a engendré de nouveaux risques. Semyonov a demandé l'autorisation nucléaire tactique, affirmant que le sabotage partisan menaçait les lignes d'approvisionnement des couloirs humanitaires. Le Kremlin a débattu, les gouvernements européens en exil ont crié au bluff, les satellites Tesla ont détecté des signatures thermiques tandis que les unités russes Iskander roulaient vers l'ouest, leurs ogives étant, selon la rumeur, chargées de cobalt pour une retombée maximale. La civilisation était suspendue à un filament. À l'intérieur de la carrière, l'anxiété s'intensifiait. Les mains de Miguel tremblaient, non pas à cause de la fatigue liée au code, mais à cause de l'angoisse des calculs. Les estimations de temps de ciblage indiquaient que Paris était à portée d'Iskander dans les 20 minutes suivant l'ordre de lancement. La résistance avait besoin d'un levier. Le père Stéphane le lui proposa en glissant une clé USB usée sur la table de planification. « La confession trouve des chemins surprenants », murmura-t-il.
La clé contenait les schémas d'un relais orbital russe ou le projet Séraphin, capable de recibler les armes nucléaires à mi-parcours. Cibler Séraphin, la menace pourrait être neutralisée. Échouer, et l'Europe pourrait briller. Lanka siffla. Comment percuter quelque chose en orbite terrestre basse? Miguel se pencha en arrière, les yeux brillants. Avec quelque chose déjà là-haut. Les premiers lancements de Tesla en covoiturage avaient laissé des dizaines de CubeSats inactifs, les cellules d'énergie épuisées, mais les propulseurs intacts. Si Miguel parvenait à en réveiller un, à réécrire le guidage, à équiper une ogive improvisée de son propre réservoir d'hydrogène et de son ballast en tungstène, il pourrait déployer un véhicule cinétique meurtrier. Les vieux jouets de Musk contre les nouveaux monstres de Moscou, pensa Brian. Le plan était à la limite de la folie et donc parfait. Ils travaillèrent avec acharnement. Des piles à combustible BMW furent démontées pour en extraire les valves de pressurisation, un métallurgiste espagnol forgea un boîtier suffisamment compact pour une ascension orbitale, Jessica, le bras immobilisé, récolta du pétne à partir de munitions d'artillerie non explosées. En chargeant la charge, elle réalisa qu'elle n'avait pas pensé aux plages de Floride depuis des mois. L'histoire s'était télescopée, compressant des vies entières en quelques jours. Le lancement eut lieu depuis le plateau près d'Auxerre, où une minibase SpaceX abandonnée se dressait encore telle une relique. Des camions de la résistance déversaient des composants sous des filets de camouflage, tandis que des agriculteurs français jouaient les sentinelles, masquant l'activité par des feux de joie imitant des rassemblements villageois. Au crépuscule, Miguel tapa les commandes, les cellules dormantes du CubeSat absorbèrent l'énergie empruntée, les propulseurs effectuèrent des cycles d'essai et le système de destruction fixé sur le flanc bipa pour indiquer qu'il était prêt. L'orgie arriva dans un silence spectral. Un panache fendit le ciel du soir au pas de conte à rebours symphonique, juste des acclamations pressantes englouties par la distance. Jessica regarda le rayon de lumière s'élever, laissant derrière lui des étincelles comme un espoir embrasé. Tout là-haut, le CubeSat savourait son réveil, les stabilisateurs grésillants. La console de Miguel faisait défiler les données télémétriques, il murmura des prières en spanglish. Puis une bannière rouge, verrouillage de trajectoire atteint. Temps de combustion, moins 4 minutes. À Moscou, au même instant, la requête du colonel Semyonov parvint sur un bureau plongé dans l'ombre. Un tampon encreur flottait. Quelque part, un téléphone sonna. Un retard s'épanouit, aussi léger qu'un souffle. À 400 km, le CubeSat effectua sa dernière mise à feu, pointant le relais Séraphim planant au-dessus du golfe de Gascogne. Brian, à l'écoute avec son casque, entendit son propre battement de cœur plus fort que le faible crépitement des données. L'impact fut enregistré comme un pic, puis le silence. Les signaux satellites bégayèrent. Les codes de lancement russes se figèrent en pleine communication. Dans un bunker sous l'Oural, des voyants d'alerte clignotèrent, perturbés par la liaison montante interrompue. Partout en Europe, les cloches des églises sonnèrent sans coordination, leurs coups glissant sur les collines et les ruines tels le chant des marées. Des chaînes de résistance fusèrent, les civils affluèrent dans les rues, agitant des plumes ancrées sur des bouts de tissu. Les occupants, encore vastes, avaient appris que l'immensité pouvait se fracturer. À l'infirmerie de la Carrière, Jessica retira son écharpe assez longtemps pour suturer le cuir chevelu d'un éclaireur belge. Lorsqu'elle eut terminé, Brian attendit dehors, le visage maculé de poussière de Carrière, les yeux reflétant la lumière des torchets. « On vient de donner un peu de répit au continent, dit-il. Des heures? Des jours? Je ne sais pas. Mais les gens se lèvent. » Elle réussit à esquisser un sourire en coin. Alors, on les fait respirer. Du haut d'une colline, ils observaient la forêt, les feux des dépôts de ravitaillement, les phares des convois en retraite serpentant vers l'est. Mais au-dessus de tout cela brillait la voûte étoilée, et parmi elle, la sombre blessure où Séraphin s'était trouvé. Ce point de lumière manquant ressemblait, paradoxalement, à une lanterne. Au loin, Donald Trump prononçait un discours télévisé. Les sondages s'effondrant, il est passé d'un détachement négocié à une indignation vertueuse, promettant un pont aérien d'aide et des drones défensifs. Les commentateurs ont débattu de la sincérité, mais les avions de transport CE-17 ont néanmoins commencé à charger dans le Delaware. Des vidéos sur Twitter ont diffusé en boucle une vieille vidéo d'Elon Musk buvant du whisky sur le pont d'une péniche, déclarant aux journalistes que la disruption ne fait que forcer un système à admettre sa propre fragilité. La nuit fragile de l'Europe se fendait. Jessica et Brian regardaient l'aube tacher l'horizon comme une plaie se cicatrisant. Ils savaient que les armées d'occupation riposteraient avec ferveur et fureur.
Il savait aussi que des plumes avaient déjà tranché la pierre et qu'elle recommencerait. Les heures qui suivirent la destruction de Séraphim ressemblèrent à un silence entre la foudre et le tonnerre, comme si le continent tout entier était sur le point d'exhaler. Mais les occupants ne se dissolvèrent pas, au contraire, ils passèrent du gourdin au scalpel. En moins d'une journée, le colonel Vitali Semyonov reçut de nouvelles directives de Moscou, l'opération « Voile de fer ». Si la peur ne pouvait plus être projetée depuis l'orbite, elle serait réduite en miettes au ras des rues. Des colonnes blindées se détournèrent des fronts occidentaux bloqués et se déployèrent dans la campagne, à la recherche de l'emblème de la plume avec un zèle qui confinait à la superstition. Les villages qui avaient abrité des partisans se réveillèrent au son des dents des chenilles et au bruit sourd des moteurs TL-90. Toute maison dépourvue du sceau d'un collaborateur était incendiée. Pourtant, dans la carrière au sud de Paris, la détermination s'est figée plutôt que fissurée. Le lieutenant Amélie Girard recueillait des rapports de terrain tandis que Brian O'Connor esquissait de nouveaux arcs sur une table en tôle ondulée, des cercles concentriques convergeant vers Paris même. « On ne peut pas se battre partout, dit-il, la voix rauque à cause des nuits blanches. Alors, on fait de la ville l'enclume. On force Semyonov à marteler dessus jusqu'à ce que son bras se brise. » Jessica Wade étudia le décompte des victimes des noms écrits à la main sur les groupes sanguins et essaya de ne pas imaginer le nombre de lits dont elle aurait besoin si leur plan échouait. Son bras cassé, immobilisé à la hâte 2 semaines plus tôt, la lançait dans les aubes froides, elle l'ignora. Miguel Alvarez connecta un autre maillage au réseau satellite Tesla, envoyant des rafales de données déguisées en mise à jour de firmware obsolètes pour les berlines Model S à la retraite. Chaque impulsion contenait des coordonnées, des listes de ravitaillement et quelque chose de plus précieux, la preuve que les occupants avaient saigné. Les premières étincelles d'une révolte ouverte éclatèrent aux abords de la ville. Des rames de métro rouge et bleu, dissimulées dans des tunnels abandonnés, s'engageaient sur des voies de jour, déversant des équipes de résistance qui désactivaient les boîtes de jonction et soudaient des aiguillages en marche arrière. Des pick-up BMW à hydrogène cadeaux des chaînes de montage bavaroises secrètement passées à la production de nuit chuchotaient sur les boulevards, livrant des caisses de fusils composites pliées et des plaques d'obus en fibre de carbone imprimées dans le ventre de la carrière. Pendant ce temps, dans les studios souterrains de Londres, les radiodiffuseurs détournaient les fréquences moscovites pour diffuser un nouvel hymne, un remix de la Marseillaise agrémenté de percussions codées, servant également d'instructions d'allumage pour des drones improvisés. Washington est finalement passé de la rhétorique à la violence. Sous la pression de sondages en chute libre et d'une indignation croissante au Congrès, le président Trump a autorisé l'opération Liberty Bridge, une flotte de C-17 chargée de rations, de missiles anti-chars et de modules médicaux conçus à l'origine par la division biomédicale de Tesla. Les manifestes de chargement arboraient la signature d'Elon Musk à l'encre numérique, personne ne savait s'il avait signé depuis sa plateforme atlantique ou un laboratoire secret, mais le geste a enflammé les réseaux sociaux. Tesla guérit tandis que les tyrans brûlent, proclamaient les mêmes, superposés à des vidéos de pick-up BMW déchargeant sur des pistes d'atterrissage clandestines en Bretagne. Semyonov riposta par la guerre psychologique. D'immenses hologrammes projetèrent leurs rayons sur les nuages au-dessus de Paris, des images de prisonniers de Fitter agenouillés sous des canons de fusil, l'horodatage approchant de zéro. Brian vit un écran du ciel ondulé, affichant le visage d'un coursier capturé à un enfant de 14 ans maximum puis disparaître dans le gris. « Il nous appâte », marmonna Brian, la mâchoire serrée. « On verra le bluff à nos conditions. » Ces termes se concrétisèrent dans l'opération Lanterne. Phase 1. Aveugler l'occupant à l'intérieur de son propre casque. Miguel injecta un logiciel malveillant via une passerelle Iridium russe capturée, reprogrammant les superpositions de l'ATH des chars afin que les flux thermiques bouclent les images en cache. Les artilleurs poursuivant les rebelles se retrouvèrent à tirer sur des échos, tandis que de véritables insurgés se déployaient le long des coques pour y placer des charges magnétiques fabriquées à partir de boîtiers de batterie Tesla. Phase 2. Mettre une torche sur le siège du commandement. Les cellules de snipers d'Amélie infiltrèrent les clochers, chaque fusil étant associé à un drone de repérage pas plus grand qu'un moineau. Leur cible était les commissaires qui orchestraient les représailles. À la fin de la semaine, les officiers supérieurs se déplaçaient en ambulance blindée pour éviter de se tenir à ciel ouvert. La phase 3 serait décisive et périlleuse, reprendre le centre de Paris, briser le voile de fer sous les yeux de tous les objectifs du bouclier stellaire encore en orbite. Ils choisirent le 14 juillet un symbolisme percutant. De même que des feux d'artifice auraient autrefois tracé des arcs au-dessus de la Seine, les drones cargo Tesla bombarderaient désormais les ponts avec des ogives électromagnétiques conçues pour griller les nœuds de communication russes. Les ondes terrestres de la résistance se propageraient simultanément depuis les catacombes, les égouts et les tunnels de maintenance que les éclaireurs de Brian avaient cartographiés pendant des mois.
Jessica objecta, on jette des blessés dans un hachoir à viande. Brian répondit, ou on laisse des décennies de ténèbres. Il n'y a pas de calcul sans douleur. Jour J-2, Jessica entra à l'infirmerie et trouva le père Stéphane en train de réciter les derniers sacrements pour un sapeur hollandais vidé de son sang par des éclats d'obus. Les mains du prêtre tremblaient. Notre miracle, c'est le nombre, confessa-t-il plus tard. Si suffisamment de soldats s'élèvent, les quelques-uns qui tombent deviennent des piliers. Jessica hocha la tête, hébétée, entendant son propre cœur battre comme un tambour. Elle revérifia sa morphine qui diminuait, puis inventoria un lot de prototypes d'auto-garrot offerts par la R&D médicale de BMW. L'ingénierie rencontre la blessure, pensa-t-elle. Si seulement l'espoir pouvait aussi être imprimé en fibre de carbone. À la veille de l'assaut, la pluie s'abattait sur la carrière. Brian parcourut le périmètre une fois, puis deux, mémorisant les visages recroquevillés sous les abris en bâche. Il s'arrêta près de Jessica, qui chargeait des injecteurs de pression dans sa sacoche malgré la tension sur son bras encore en voie de guérison. Quand on entrera dans la ville, restez sur la colonne médicale, dit-il. Elle secoua la tête. Le front ne sera jamais propre. Je soigne ou je tombe. Il commença à protester, mais elle le coupa d'un regard qui ne souffrait aucune objection et, à sa surprise, il découvrit qu'il l'aimait pour cela. L'amour, comprit-il, n'était pas un luxe différé jusqu'à la paix. L'amour était le fusible qui entretenait le courage. Le 14 juillet se leva derrière des nuages meurtris. À 6 heures, un vaisseau Tesla ou une version civile non armée survola la Manche à basse altitude, éjectant 20 planeurs hypersoniques transportant chacun une palette de drones médicaux. Les radars russes s'embrouillèrent, confus, rien sur leur matrice de menace ne correspondait à la signature du vol. Quelques secondes plus tard, des décharges électromagnétiques crépitèrent au-dessus du pont Neuf, du pont d'Iéna et du pont Alexandre III. Les caméras fixées à la taille d'Eiffel bégayèrent, puis s'éteignirent. Les lignes de communication s'éteignirent comme des bougies dans une tempête. Des catacombes, des escadrons de plumes surgirent. Amélie menait la lance, la crosse de son fusil peinte d'un panache blanc. Ces escadrons inondaient les ruelles, s'emparant des carrefours avant que les troupes d'occupation ne puissent se regrouper. Des pick-up BMW vrombissaient à travers les postes de contrôle percés, leurs moteurs à hydrogène devenant des fantômes silencieux sous un air lourd comme un obus. Au-dessus, les satellites détournés de Miguel émettaient en boucle une chaîne codée, Paris s'éveille. Semyonov réagit brutalement. L'artillerie automotrice de Montmartre lança des obus au phosphore en plein centre-ville. Un marché près du Châtelet explosa en flammes blanches. Jessica sprinta dans la fumée, criant à la voix seule, scellant les brûlures sous pression tandis que ses yeux ruisselaient de larmes qui semblaient bouillir. Elle entendit un rugissement et leva les yeux, le TE-90 russe chargea vers l'ouest, rue de Rivoli, écrasant les barricades. L'escouade de Brian surgit d'une porte à arcade, portant des tubes de roquettes magnétisés. 2 tirs trébuchèrent le char, mais ne le tuèrent pas, sa tourelle pivota vers la colonne médicale. Jessica se figea, protégeant de son corps un garçon à moitié conscient, les jambes garrottées par des ceintures de sécurité Tesla déchirées. Puis un coup de tonnerre de métal contre métal, le TE-90 fit une embardée latérale, percuté par un camion à hydrogène BMW bourré de charges creuses, piloté par un pilote automatisé que Miguel avait programmé avec désespoir. La collision détonna dans une flamme azurée. Les oreilles de Brian bourdonnèrent, les joues de Jessica étaient brûlées, mais le char était une carcasse squelettique, la tourelle logée dans une parfumerie. Toute la matinée, la ville a oscillé, pâté de maison après pâté de maison. Les réseaux de résistance utilisaient Starshield pour diffuser les coordonnées en direct, les civils envahissaient les fenêtres, lançant des cocktails Molotov faits de bouteilles de champagne. Les avions de Trump sur le Liberty Bridge larguaient des caisses par parachute sur des places dégagées, à l'intérieur desquelles se trouvaient des drones allemands équipés de pilotes automatiques Tesla IA qui se verrouillaient sur les signatures des moteurs des véhicules de combat d'infanterie russes. À midi, l'un de ces drones a filé sous l'Arc de Triomphe et a sectionné chirurgicalement une colonne de véhicules blindés de transport de troupes. Une pluie d'étincelles a arrosé les aigles de marbre tombés. Semyonov se replia vers l'hôtel des Invalides, transformant ses cours en un ultime réduit. Il lança un ultime ultimatum, se rendre ou voir Paris rasé par l'artillerie à missiles massés à l'est de la Marne. Son signal fut diffusé sur les écrans du monde entier, le colonel, les paupières tremblantes, se tenait sous le sarcophage de Napoléon, comme s'il sollicitait la sanction des empereurs défunts. Brian résolut d'y mettre fin avant le lancement des missiles. Il choisit un assaut de 12 personnes, Amélie, 2 sapeurs belges,
le padre Stéphane, un coureur de rue londonien devenu chauffeur de taxi, et Jessica, dont il balaya les protestations avec un humour noir, les invalides auront besoin d'un médecin plus que partout ailleurs. Ils franchirent un portail latéral, utilisant des drones de reconnaissance Tesla pour repérer chaque alcôve. Les couloirs de marbre résonnèrent des coups de feu. Des colonnes s'ébréchèrent, des vitraux volèrent en éclats. Sur la pelouse centrale, Semyonov avait installé des lanceurs mobiles, compacts mais mortels. Le colonel lui-même guidait les coordonnées sur une tablette robuste, tandis que des gardes encerclaient la plateforme. L'équipe de Brian jaillissait des colonnades, les sapeurs lançaient des grenades fumigènes, le père Stéphane récitait un discours à mi-chemin entre les écritures et le cri de guerre. Jessica se précipita vers deux Belges blessés, tandis que les balles claquaient près de son oreille. Une balle lui arracha l'attelle, engourdissant l'ancienne fracture, elle resserra son bandage et continua à ramper. Brian chargea Semyonov de front. Le Russe le vit, esquissa un léger sourire et sortit son pistolet de service. Ils se rencontrèrent dans la boue souillée par les éclats d'obus à un terrain de manœuvre transformé en abattoir. Le colonel, plus grand et mince comme un fer, tira 3 coups, Brian sentit la chaleur lui effleurer les côtes et l'épaule. Il percuta le Russe, luttant pour s'emparer du pistolet, ressentant à peine la douleur. Semyonov donna un coup de coude à sa mâchoire, crachant des jurons contre les empires décadents. Les empires pourrissent, grogna Brian, mais les hommes repoussent. Il fendit le poignet du colonel, saisit le fusil et l'enfonça sous le plastron de l'homme. Un seul coup de feu mit fin à la doctrine du voile de fer. Amélie courut jusqu'à la console de lancement, parcourant du doigt les menus en cyrillique pour déclencher l'autodestruction des circuits de missiles. Miguel, connecté depuis la carrière, contourna le verrouillage final, affichant un seul mot à l'écran, plume. Les ogives s'éteignirent, inertes. Un silence régnait aux invalides, troublé seulement par la respiration saccadée de Jessica tandis qu'elle pansait la blessure à l'épaule de Brian. Des sirènes s'élevaient sur la scène, les unités russes étaient en déroute, certaines capitulant, d'autres fondant vers l'est. Des Parisiens sortaient des caves en agitant des drapeaux tricolores entreposés depuis le début de l'occupation. Starshield diffusait des images en direct aux 4 coins de la Terre, le 14 juillet renaissait dans la fumée et la musique de la libération. Les commentateurs pleuraient à l'antenne. Au crépuscule, Paris appartenait à son peuple. Les cloches de la cathédrale sonnaient, la foule chantait, un vaisseau spatial Tesla planait au-dessus de nos têtes, projetant l'hologramme d'une plume blanche flottant dans le ciel nocturne. Elon Musk, quelque part entre la mer et les étoiles, a tweeté une phrase qui est restée tendance pendant des heures, fragile, finie. La nouvelle se répandit comme un soleil levant. Lyon se leva, puis Marseille, puis Barcelone, Hambourg, Milan. Les usines automobiles BMW inversèrent leur chaîne de montage pour produire des modules médicaux et des châssis de drones. Les exilés londoniens affrétèrent des chalutiers de pêche pour acheminer l'aide humanitaire à travers la Manche, tandis que les avions de transport du Liberty Bridge survolaient la Bretagne en procession ininterrompue. Les analystes new-yorkais osèrent évoquer un « point de basculement irréversible ». Certains partisans de la ligne dure du Kremlin réclamèrent une escalade, mais leurs propres généraux, effrayés par la défaite de Séraphim et les défections massives, conseillèrent le retrait. À Paris, Jessica transforma une partie de l'Hôtel-Dieu en centre de traumatologie. Brian, le bras en écharpe opposé au sien, boitait dans les salles, offrant de l'eau, portant des bassins hygiéniques, refusant le repos. Il parlait peu, les mots semblaient fragiles face à l'immensité de la joie silencieuse environnante. Ce soir-là, ils escaladèrent la tour sud de Notre-Dame, surmontée d'échafaudages où les réparations après d'incendies étant abandonnées depuis l'occupation pour regarder les lumières de la ville scintiller, libérée de la discipline du blackout. Elle s'appuya contre lui, à la fois douloureuse et vivante. « Nous avons brisé la malédiction », murmura-t-elle. Il embrassa ses cheveux, goûtant le sel et la fumée. « On vient d'arracher un clou, dit-il. La liberté est une maison que nous allons marteler, planche par planche. » Des semaines plus tard, un Conseil européen intérimaire se réunissait sous les vitres brisées du Parlement de Strasbourg. Des survivants de toutes les nations prenaient place, encore marqués par les éclats d'obus. Ils ratifièrent l'accord de la plume, aucun ajustement de frontières n'était exigé, aucune réparation n'était exigée, seulement la promesse que toute tyrannie future s'opposerait à un soulèvement continental avant que la première botte ne franchisse une frontière. Les ingénieurs de BMW dévoilaient les plans d'ambulance à hydrogène, Tesla engageait une bande passante orbitale pour un réseau public gratuit, Elon Musk lui-même montait sur scène, cheveux au vent,
citant Camus, « La seule façon de gérer un monde sans liberté est de devenir si absolument libre que votre existence même soit un acte de rébellion. » Donald Trump, dont le mandat touchait à sa fin, s'est rendu à Strasbourg pour des raisons de publicité, voire de contrition. Les journalistes ont pressé Brian et Jessica de commenter. Ils ont répondu non pas par des reproches, mais par un défi, « Aidez-nous à reconstruire plus vite que la guerre ne peut détruire », a déclaré Brian. Jessica a ajouté, « Et souvenez-vous des camps. Les barbelés peuvent rouiller, mais pas la mémoire. » Le monde a écouté, pour une fois. Des convois de drones ont transporté des maisons préfabriquées vers des villages ravagés. Des enfants ont dessiné des plumes blanches à la craie sur les trottoirs fissurés. Le père Stéphane a rouvert Notre-Dame pour la messe, invitant musulmans, athées, tous ceux qui cherchaient du réconfort sous des voûtes ayant survécu au feu, à la guerre et maintenant à la Renaissance. À l'aube, 7 mois après le 14 juillet, Brian et Jessica se dirigèrent vers l'ouest à bord d'une BMW de secours, traversant la Loire où les ruines calcinées du viaduc saillaient encore telles les côtes d'une bête antique. Des fleurs sauvages s'accrochaient aux poutres. Ils s'arrêtèrent, marchèrent sur du béton brisé et laissèrent une plume, découpée dans une gaze de pansement, coincée dans une barre d'armature rouillée. « Tu penses que le monde restera éveillé cette fois-ci » demanda Jessica. Brian lui serra la main. Au-delà des ruines, l'horizon brillait, un soleil frais illuminant les champs de la vallée. « Les plumes taillent la pierre, dit-il. La pierre se souvient.